Salut les marques, salut les smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui respire, qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE et d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va parler d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, on va parler de la All Elite Wrestling. Oui, peuple de catch-up, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, on est là pour une review de AEW Dynamite Blood and Guts, une édition un peu spéciale de la Elite Wrestling. Alors, si vous êtes des réguliers de catch-up, vous savez qu'on a pendant longtemps fait une review qui s'intitulait La baston du mercredi, qui traitait des deux shows NXT et AEW en même temps. Ils ont changé leur créneau de diffusion de télévision. Du coup, dorénavant, le mardi, c'est NXT, le mercredi, c'est la AEW. Donc, finalement, quelque part, on fait une première. Aujourd'hui, on fait une AEW tout seul. Vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure masqué que dit, je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans le monde merveilleux de la All Elite Wrestling, eh bien, figurez-vous que je me suis dit que pour la première édition, ça serait bien sympa d'avoir un guest et quelqu'un que vous avez déjà entendu sur ces ondes, mes amis. Vous l'avez déjà entendu dans notre talk You Talk Too Much. Ce reviewer avisé à la chaîne YouTube à la nom évocatrice, c'est tout simplement notre ami Tao de la Taloche du catch. Salut mon Tao, comment vas-tu? Salut tonton, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va très bien. Enchanté de t'avoir avec moi ce soir, un joli guest ma foi. Enchanté d'être là en tout cas, ça fait vraiment plaisir, merci pour l'invitation. Ah bah écoute, c'est à moi que ça fait plaisir et j'espère que ça va faire plaisir à tout le monde. Alors, allez fouiller un peu dans les archives, peuple de catch-up, vous y trouverez un You Talk Too Much genre hashtag 2 ou 3, hein. Peut-être le 3, il me semble. Il me semble, hein. Avec Tao, ouais, voilà, où on échange un peu sur, vous savez un peu comment ça se passe à You Talk Too Much, c'est un peu plus, on parle un peu plus de général et on découvre les gens. Là, on est vraiment dans une review, là on est dans l'exercice, mon bon Tao, de catch-up, un exercice que tu connais bien, je crois, hein, de toute façon. Oui, bien sûr, bah, c'est le format aussi, hein, que bah, d'ailleurs, votre chaîne m'a aussi inspiré pour la mienne. Donc effectivement, on va reviewer cette belle soirée du côté de All Elite Wrestling. Alors, vous connaissez la procédure. Je vais hoster. Mon ami consultant et guest va interagir. Et à la fin, telle est la tradition à catch-up. Top flop note. Et je pense que là, on va avoir de la matière, ma chère Taloche. C'est marrant, je t'appelle au féminin en fait. Et je trouve ça assez marrant, quoi. Oui, bah écoute, masculin, féminin, après tout, Ouais, voilà. tout à fait. En anglais, c'est neutre, hein. Donc Bah, c'est voilà. ça, tout à fait. Alors, écoute, on commence, si tu veux bien. On part, c'est parti, là. On part en Floride, on part à Jacksonville, USA, toujours la salle du Daily's Place. Alors, grosse différence notable ce soir, hein, comme c'est un Blood and Guts, c'est un événement un peu spécial. Il y a beaucoup de public ce soir à la All Elite Wrestling. Au commentaire, on a toujours Jim Ross, Tony Schiavone et Excalibur. C'est le 84e Dynamite de l'histoire. Et on va attaquer, alors tout d'abord, un truc assez simple avec Dynamite, hein, c'est qu'on va rappeler un petit programme du soir, avec Don Callis qui va venir nous faire une petite promo accompagnée de Michael Nakazawa qui le présente. Voilà, il fait comprendre qu'il sera seul pour affronter Jon Moxley et Eddie Kingston. Mais finalement, les deux se font attaquer par Kenny Omega dès le premier segment backstage, ce qui va nous emmener sur le premier match, qui est un tag team match entre Jon Moxley, Eddie Kingston et Kenny Omega et Michael Nakazawa. Ça faisait longtemps, hein, Tao, qu'on l'avait pas vu dans le ring, Nakazawa. Ouais, ça fait un moment. Son nouveau personnage, c'est un petit peu, voilà, il faut s'y faire, hein, c'est vraiment du comédie pour le coup. Ouais, puis il est un peu transformé, là, il est un peu en civil, j'ai envie de dire, le casque sur les oreilles, il est un peu en mode producteur, quoi. C'est ça, bah oui, c'est l'officiel de All Elite qui accompagne Kenny Omega, quoi. Alors, si vous nous rejoignez un peu en cours de route sur la All Elite Wrestling, que vous connaissez pas toutes les rivalités, toutes les histoires, etc., je vais pas vous abreuver avec ça dans un premier temps pour cette première édition. Mais Eddie Kingston et Jon Moxley, après du bis-bis, sont redevenus les plus grands amis du monde. En ce moment, on occupe un peu, tu me diras ce que t'en penses, Tao, là-dessus, on occupe un peu Jon Moxley hors de la title picture. On organise donc des matchs avec quand même, mine de rien, le champion en titre. Donc finalement, ça se lance. On va avoir un match de moyenne assez courte pour un opener de la All Elite Wrestling qui est assez habitué de toute façon à commencer par du catch et souvent avec des matchs un peu longs. Là, pour le coup, on va être dans un critère un peu plus bas puisqu'on va être sur un match de 8 minutes. Nakazawa et Omega
vont quand même avoir pas mal l'avantage sur le début de match, mais c'est Jon Moxley qui va réussir un peu à renverser un peu tout ça en les poursuivant d'ailleurs, entre autres, à l'extérieur du ring. Michael Nakazawa est quand même un sacré filou parce qu'il va réussir à coller un low blow pour permettre à Kenny Omega de reprendre les choses en main durant ce match. Kenny Omega va quand même être beau seigneur parce qu'il va finir par laisser Nakazawa un peu seul. Après, Kingston et Moxley sont revenus dans le match. Il va hésiter à intervenir pendant que le japonais il se prenait une belle soumission de Jon Moxley. Tu me diras ce que t'en penses, Tao. Et finalement, c'est un pipe driver qui va avoir raison de Nakazawa. Voilà, 1, 2, 3, victoire de Jon Moxley et Eddie Kingston. Là-dessus, The Elite débarque. The Elite vient attaquer les deux vainqueurs du soir. Les Good Brothers sont là. Ils appliquent le Magic Killer à Jon Moxley, qui va se prendre ensuite derrière. Super kick de Matt Jackson. On a Nick Jackson qui est là aussi et qui va s'occuper de Eddie Kingston. Finalement, Kevin Omega va revenir pour faire son One Angel sur Kingston. Il va faire un espèce de faux tombé, quoi, pour faire savoir que personne, de toute façon, ne peut se relever de cette prise et que quoi qu'il arrive, il aurait gagné. Voilà. L'élite envoie un message. Le message me semble clair, mon bon Tao. Qu'as-tu pensé de cet opener de ce Blood and Guts AEW Dynamite? Je l'ai trouvé super cool parce qu'on commence déjà avec le champion du monde. C'est quand même à noter, hein, un petit opener avec le champion du monde, c'est Un match, toujours très bien. Hein. Toujours très très bien. La rivalité suit son cours. Ils ont réussi à se relever après l'énorme fail qu'on a eu à Révolution hein, avec Eddie Kingston, avec le pétard mouillé, on peut le dire. Hein. Ouais. Voilà, ils ont réussi à se relever de ça, à dire ok, on a foiré, c'est pas grave, on continue. Donc voilà, c'est un aveu, je trouve, qui est quand même très rare dans des grosses promotions comme ça. C'est vraiment tout à leur honneur pour le coup. Et voilà, Jon Moxley, Eddie Kingston, ils font une équipe qui, je trouve, est très très cool. Elle fonctionne super bien. Kenny Omega, on voit qu'il retourne à ses premiers amours aussi avec le comédie, notamment avec la DDT à l'époque. Ça fonctionne super bien sur moi. Franchement, ça fonctionne super bien. C'est un opener qui, franchement, certes, faut quand même rappeler que c'est pas un pay-per-view ou un show qui dure plus longtemps que prévu. C'est quand même un dynamite assez spécial, mais ça reste un dynamite. Donc effectivement, l'opener est assez court parce qu'il faut quand même aussi placer les pubs qui vont être après. Et ça, c'est aussi un argument que j'apprécie beaucoup du côté de AEW, c'est que les pubs sont rarement durant les matchs. Donc C'est vrai. voilà, on laisse la place au catch et après on coupe le programme pour le business, on va dire. Mais le match est honnête et puis on continue à raconter cette histoire autour de Kenny Omega, l'opportuniste, le collecteur, comme j'ai envie de l'appeler maintenant. Mais voilà, autour de l'élite et tout, ça fonctionne super bien. Nak, maintenant, vu que Kenny Omega l'appelait comme ça, Michael Nakazawa, il l'appelle Nak. C'est le mec qui va jobber un petit peu pour rendre l'élite un peu plus abordable, on va dire. Il fait très bien son travail, et puis le côté comédie aussi de Michael Nakazawa fonctionne super bien. Ouais, donc au final, c'était un match de 8 minutes, mais je te rejoins, hein, c'était de bonne qualité, c'était sympa. Moi, Jon Moxley, il marche bien en tag team, hein, on le sait que trop bien qu'il est bon dans un clan. Là, il n'est pas en clan véritablement, mais moi, je l'ai toujours trouvé appréciable en tag team. Des fois, en individuel, j'ai plus de mal sur certains aspects, mais globalement, je considère que là, l'opener, c'est une petite réussite. C'est un petit match, mais qui vaut son pesant de cacahuètes et qui était bien sympa pour commencer ce All Elite Wrestling. Allez, on enchaîne sur la carte. Après, le message. Alors, si, juste un petit mot, Tao, quand même, quoi, sur l'intervention de The Elite. Tu m'as pas dit un peu. Oui, effectivement, je l'ai zappé. Alors, belle tenue hein, de Matt et Nick Jackson, franchement, en mode plage, on est à l'aise. J'ai beaucoup apprécié. Moi, les Good Brothers, j'ai toujours du mal. Après, je suis aussi un fan d'Impact. Et déjà, j'ai beaucoup de mal à Impact, les Good Brothers, donc je pense que ce sera un petit peu tout le temps comme ça, hein, malheureusement. Mais Matt et Nick Jackson, voilà, leur heel turn, je trouve que ça leur a apporté vraiment quelque chose de cool. Voilà, j'avoue qu'en face, j'ai du mal à les apprécier. Et en heel, par contre, ils sont vraiment facilement détestables. Je sais pas si c'est peut-être un signe, mais en tout cas, ils sont facilement détestables. Et là, pour le coup, vraiment, leur arrivée, ils sont super détestables. Le fait que d'ailleurs que Matt porte des super kicks sans sa chaussure et directement sur Eddie Kingston et Jon Moxley, j'ai trouvé ça super cool. Ouais, bah écoute, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'apprécie bien les Bucks en heel. Je trouve ça assez cool. Je les avais pas vraiment véritablement connus sous cette forme. Bon, je les connais depuis longtemps, mais j'avais surtout regardé quand ils étaient dans l'indie avant d'arriver sur le wrestling. Je les regardais surtout en tant que face. Je me rendais pas compte de leur capacité à être heel. Et finalement, c'est une bonne surprise pour moi parce que c'est une forme de découverte. Donc c'est plutôt sympa. Je trouve que ça passe bien.
Je vais te rejoindre à nouveau sur les Good Brothers, parce que moi non plus, vraiment, je suis vraiment pas fan. Alors, c'est bizarre, hein, ces gars-là, des fois, comme quoi, hein, tu vois. Moi, j'aimais plutôt bien la WWE. Et finalement, je sais pas ce qui se passe. Après, moi, je suis pas Impact, donc je vais pas non plus donner Ouais, trop d'avis là-dessus. Moi, je mais suis vraiment pas du tout Impact, donc mais je sais pas. Cette interaction là avec la All Elite Wrestling, ça me laisse un peu perplexe. On va avoir l'occasion d'en parler un peu plus loin dans la review, ouais. mais il y a certains aspects qui me posent un peu problème, moi, quand même. Je comprends tout à fait. Bah, après, j'en ai un petit peu parlé également sur ma chaîne, mais les Good Brothers, disons qu'ils sont pas non plus dans la meilleure, forme de leur vie. Donc je pense que, voilà, on est surtout sur une après-carrière ou une fin de carrière qui est tranquille, on va dire. Ouais, tout à fait. Allez, on enchaîne la carte cette fois-ci. On a un match qu'enchaîne derrière, Cody Rhodes versus QT Marshall. Alors, si vous le savez, ou si vous le savez pas, de toute façon, je vous le dis, ils sont en bis-bis depuis un paquet de temps. Ça se passe pas bien. Ils se sont affrontés déjà, je crois, en tag team. Voilà, c'est la haine entre les deux depuis quelques temps. Et ils ont décidé de régler ça à coup de clothesline dans la face. Donc, aucun round d'observation, hein, direct. Hein. Ça envoie. Cody Rhodes et Cody Marshall, ils jettent dessus. Ça s'échange des coups d'entrée de match. Le Nightmare, il va même prendre sa ceinture hein, pour essayer de frapper Cody Marshall avec, mais il y a l'arbitre qui va s'interposer. Curtis Marshall, il avait la suite dans les idées parce que lui aussi, il avait une espèce de ceinture aussi. Et il a frappé Cody pour essayer de prendre l'avantage. Finalement, il va placer une double underhook suplex de belle qualité, ma foi, depuis le coin du ring. Arn Anderson, lui, pendant ce temps, il va se faire dégager des abords du ring parce qu'il a répondu justement à Cody Marshall qu'il avait repoussé. On va avoir une grosse période de domination de Marshall, une tellement de grosse période d'ailleurs que j'ai eu un moment de doute sur l'issue finale. Il a réussi à me mettre le doute, le QT Marshall. Le match a duré quand même 11 minutes 40, donc il y avait de la matière pour que peut-être il puisse prendre le dessus, et c'est ce qui s'est passé. Mais Cody, il va revenir de manière filoute, mon Tao, puisqu'il va baisser le slip de son adversaire, et après il va effectuer un moonsault, un pile driver, prise qu'on ne voit jamais à la WWE depuis bien non, pas mal d'années maintenant, et il va gagner avec un figure four leg lock. Il célèbre alors que quand même il est dans le sang, là il est bien dans le thème de Blood and Guts, il a l'arcade sourcilière un peu ouverte, et bah, il va se prendre un direct du droit en plein ventre par qui? Par Anthony Ogogo. Alors, Anthony Ogogo, c'est un nouveau gars hein, qui est là depuis très peu. Tao, si tu as quelques mots à dire sur lui, ne te gêne pas. Voilà, match entre Cody et QT. Victoire de Cody, victoire du vice-président, Tao. Respect pour le vice-président. Ah, respect, énorme respect pour le vice-président, Anthony Ogogo. Je sais pas si, tu le sais, mais en tout cas, c'est un ancien, qui a fait les Jeux olympiques quand même en 2012 à Londres et Superbe, ancien superbe boxeur. info. Ancien boxeur, Ah, d'accord, en poids lourd? en poids lourd. Oh oui, ah oui, ouais, Donc donc là voilà, on est. d'où la finish qui est, en gros une énorme droite dans l'estomac. OK, OK, ça m'explique mieux les choses. D'accord. Alors parce que je l'ai vu, hein, si tu veux, hein, je l'ai vu sur les 2-3 derniers Dynamite là, mais j'avais pas encore véritablement calculé qui il était, ce qu'il faisait, quelle allait être son implication et avec qui. Donc là, bon, j'ai bien compris qu'il est du côté de QT Marshall. Alors, juste pour rappeler aux auditeurs, QT Marshall, en fait, il a une école de catch avec Dustin Rhodes, il y a toute une implication avec la famille Nightmare. Voilà, c'était des grands amis, c'était les meilleurs amis du monde. Et puis là, il y a Biz Biz, du coup, on se met dessus. Donc voilà, finalement, le match, déjà en lui-même, t'en as pensé quoi? Le match, alors je suis pas un très grand fan de Cody Rhodes, et de Ah, tu QT vas. Marshall aussi, il faut l'avouer. Mais la réalité me plaît bien, c'est une réalité que je trouve très, intéressante. Pas forcément sur, la forme, c'est fait de manière assez classique, mais je trouve que c'est intéressant sur le fond, parce que j'ai pas pu m'empêcher de me dire, durant toute cette confrontation, que, QT Marshall, c'est pas le premier pote à Cody qu'il trahit. Ah Donc il non. doit y avoir quand même un truc derrière ça. C'est quand même bizarre que Cody se fasse autant trahir du côté d'AEW depuis le début. Ça fait 1 an et demi que le show a commencé. C'est la deuxième ou voire troisième fois qu'il se fait trahir par un de ses potes. Je trouve impressionnant. Et connaissant AEW, je pense que c'est pas fait par hasard. Mais alors moi, je pense que tu as dû briser le cœur de Papy en disant que tu n'étais pas un grand fan de Cody. Moi, je suis dans le camp de Papy, puisque moi, je suis un grand fan de Cody. Effectivement, QT Marshall m'intéresse beaucoup moins. À vrai dire, surtout, il m'intéresse beaucoup moins parce que je le connaissais beaucoup moins. Bon, ce que je vois de lui me transcende pas, je dois le reconnaître. Mais l'histoire racontée est plutôt pas mal, et cette trahison au sein d'une famille, c'est un grand classique du catch mondial. Et, Ouais. euh, et finalement, si tu veux, la IW utilise les mêmes ressorts que tout le monde. Et je trouve ça plutôt pas mal. Bon,
QT Marshall, j'ai du mal à lui voir un avenir dans le haut de la carte, déjà, tu vois, d'office. Bah, ça, je pense que même lui le sait, hein, pour le Et coup. voilà, et même sur le titre intermédiaire, de toute façon, j'arrive même pas à le voir dans la course du TNT Championship. Hein. Donc, je t'avoue que pour moi, ça sera dans la catégorie low mid carder. Voilà, il va régler sa rivalité avec Cody, peut-être dans un pay-per-view, peut-être à Double or Nothing. Et, Peut-être. et après, je pense que c'est une rivalité qui s'arrêtera là, non? Alors, je t'avoue que j'ai du doute parce que moi j'ai beaucoup apprécié la réalité. Je sais pas si tu veux peut-être on récap parce que l'histoire est peut-être un petit peu intéressante par rapport à ce que j'ai dit. Vas-y, vas-y. Mais en gros, voilà, c'est QT Marshall qui devait affronter Cody lors d'un Dynamite. Il me semble que c'était il y a 1 mois et quelques à peu près. Et en fait, il y a une sorte de rivalité, mais non dite, qui s'est installée entre les deux depuis le début de Dynamite, tout simplement. Où QT Marshall, c'était le pote de Cody, mais lui-même, il faisait pas grand-chose. Il y a eu l'histoire aussi avec Bunny, qui a pas amené à grand-chose, parce que finalement, Bunny est retourné avec le Butcher et le Blade, la lame. Mais voilà, QT Marshall, c'était un petit peu la roue de secours de Cody. Et du coup, lors de ce combat, qui était un match amical, en gros, hein, il n'y avait pas de réalité à ce moment-là, QT Marshall, il a décidé de péter un câble et finalement, bah, il a trahi Cody pour le heel turn et du coup, il a monté son clan, qui étaient eux aussi des élèves de Cody, en gros, avec du coup Aaron Solo, si je me trompe pas, Aaron Solo, Anthony Ogogo du coup, et le dernier, c'est le gros bulldozer là, avec sa crinière et Oui, sa oui, oui, grosse qui est barbe, impressionnant, ouais, qui est carrément. Alors là, impressionnant. celui-là, là, Je me rappelle plus son nom, je suis désolé, peut-être que je ah, moi me. aussi, je l'ai perdu là, mais écoute, fact-checking, peuple de catch-up, hein, si vous retrouvez le nom de ce behemoth là qui les accompagne, c'est assez impressionnant. Mais voilà, mais du coup, dans ce clan, je pense que c'est pas QT Marshall qui va être mis en avant. Déjà, c'est Anthony Ogogo, parce qu'on le voit déjà directement après le match, qui a réussi à mettre KO Cody en un seul coup. Et depuis d'ailleurs ce heel turn, c'est Anthony Ogogo qui à chaque fois a réussi à mettre les mecs KO avec un coup de poing assez fatal. Donc je pense vraiment que le projet autour de ça, c'est pas forcément QT Marshall, c'est plutôt les mecs qui sont autour de QT Marshall. Donc Anthony Ogogo, il y a aussi du coup la machine, j'ai envie de l'appeler. Il me rappelle un peu Ultimate Warrior. Je sais pas si toi aussi t'as ce feeling là, mais vraiment on dirait Ouais. une bête un peu enragée qui s'arrête jamais, quoi. Vraiment, c'est assez impressionnant. Et Aaron Solo, même si pour lui, j'avoue que je vois pas non plus un très très grand futur, mais je pense vraiment que QT Marshall va se faire passer au second plan, mais se servir quand même de ce heel turn et du fait que ce soit le chef du clan pour un petit peu mettre les mecs en avant. Ouais, bah écoute, j'ai pas grand chose à redire sur ton explication. Ça fait plaisir d'avoir un guest spécialiste, expert, une belle expertise sur ces longues rivalités. Parce que la IW, c'est quand même quelque chose. Les rivalités tiennent sur la durée. Il se passe souvent pas mal de choses. C'est une fédération où il y a une grosse tag team division, où il y a beaucoup de phénomènes de clans, et on va le voir plus tard. Et donc ouais, c'est intéressant que tu connaisses bien ton sujet comme ça, et ça va être plaisant cette affaire, parce que c'est pas fini. D'abord, on va partir en coulisses backstage, où on va trouver Scorpio Sky. Alors Scorpio Sky, il est pas content, il est pas sympathique. Scorpio Sky, il est en train de changer d'attitude, ce garçon, et tellement il change d'attitude qu'il se moque des vieux, hein, qui fait du mal aux personnes à la retraite. Et il va comparer Sting à un moustique qu'on devrait aplatir, et ça, c'est vraiment pas cool. Et il est accompagné de Ethan Page, notre ami Scorpio Sky, qui lui, par contre, va se lâcher un peu sur Darby Allin, quoi, en mode t'es la gueule, tout ça, t'es nul, tout ça, tout ça. Mais Darby Allin, il est dans les environs, il va venir l'interrompre, ce qui n'est pas la meilleure idée qu'il ait eue ce soir, Darby Allin, parce qu'à 2 contre 1, bah, il va en prendre plein sa face. Il va être finalement même poussé et il va faire une longue chute dans les marches à l'extérieur de l'aréna. Voilà. Est-ce que ça sent la rivalité pour le TNT Championship, Scorpio Sky, Darby Allin, ou Ethan Page, Darby Allin, ou les trois, Montao, Mataloche? Oula, alors là, c'est un sujet compliqué, parce que je t'avoue que ça va dans tous les sens, voilà, hein. AEW, là, il nous donne des signaux dans tous les sens. Il y a eu également Lance Archer qui a été rentré en gros en rivalité avec Sting, mais ça a été mis de côté. Je sais pas vraiment pourquoi. Scorpio Sky et Ethan Page qui sont associés. Scorpio Sky, pardon, qui avait fait son heel turn il y a déjà un petit moment sur Darby Allin après avoir perdu pour le titre TNT justement. Donc voilà, je sais pas du tout où est-ce que ce programme va nous amener, mais en tout cas, ça m'intrigue beaucoup. Et en plus, il y a que des gens talentueux dans cette réalité, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite.
Ouais, bah écoute, moi j'aime beaucoup Scorpio Sky en fait dans les trois là, c'est surtout lui qui m'intéresse. Ethan Page, je le connais que très très peu, je sais qu'il faisait partie d'une tag team à Impact, hein, c'est ça, hein, Ouais, avec, The North, ouais, Josh Alexander? c'est ça, Non, exactement. c'est ça, OK. Donc c'est comme ça que je le visualise. Moi surtout, je connais bien Scorpio Sky et Darby Allin pour le coup, puisque de toute façon je suis la All Elite Wrestling depuis le début, depuis sa création. Donc bon, Darby Allin, moi j'ai toujours été assez mitigé sur ce garçon. Mais depuis le pay-per-view avec le match cinématique et de Sting, avec Sting, j'ai revu ma copie sur différents aspects à propos de ce jeune homme. Et j'avais été très largement séduit par ce match. Et comme j'ai su qu'il avait fait 80% du booking et de la production dans ce match, en plus, à l'âge qu'il a, il a le talent pour s'occuper de ce genre de choses. Donc, je lui donne du crédit à ce niveau-là. Alors que j'en étais pas convaincu. Par contre, je peux citer l'ami amiral de la troupe de catch-up qui, lui, dès les premières reviews de la baston du mercredi, donnait un grand avenir à Darby Allin. Et finalement, il n'a pas eu tort puisqu'il détient le TNT Championship, qu'il est pote avec Sting, ce qui est quand même pas rien. Et, et finalement, il nous fait des choses. Voilà. Moi, je suis surtout curieux de Scorpio Sky sur l'avenir, moi, de ces trois. Voilà. On va dire que sur les trois, c'est vraiment le catcheur qui m'intéresse le plus, quoi. Ouais, Allez, je comprends. Il est vraiment très talentueux, hein, Scorpio Sky, il a tout, hein. Il est athlétique, il a du charisme, il a de la force. il a une gueule, et quand il parle, il est bien, j'aime bien, il articule bien. Voilà, souvent les Nord-Américains, ils peuvent avoir un accent un peu traînant et tout ça. Mais lui, j'aime bien son phrasé, tu vois. Je trouve qu'il est bien fluide. Ouais. Et tu vois, là, le peu qu'il parle sur ce fameux segment backstage là, enfin, en haut des tribunes. Eh ben, je le trouve bien, ouais. Mais c'est pas la première fois que je le dis à cette antenne pendant les bastons du mercredi, mon cher Taloche. Si tu m'as déjà écouté, j'ai déjà dit Ouais. souvent de Scorpio Sky. Allez, on continue. Cette fois, on va parler d'un truc qui m'intéresse aussi, d'avoir ton avis, puisqu'on va parler de la division féminine. Alors, sans spoil, aucun, puisque ça a déjà été annoncé partout, on peut vous dire qu'il va y avoir un match pour le championnat féminin prochainement, très prochainement, dès la semaine prochaine, il me semble, entre Dr. Britt Baker et Kushida, la championne en titre, qui commence à être sur un long run et un long règne avec la ceinture de la All Elite Wrestling féminine. Britt Baker, ce soir, elle est là en exhibition, puisqu'elle va affronter, dorénavant, elle est toujours accompagnée par Rebelle, et elle va affronter une certaine Julia Hart, une jobbeuse de passage qui va se faire battre en 1 minute 24. Voilà, pas du tout pas, elle va perdre par soumission. Voilà, on est juste là pour nous rappeler et pour nous tenter de nous hyper pour le match face à Kushida. Alors là, Montao, Mataloche, on va ouvrir un débat sur la division féminine de la All Elite Wrestling qui fait rage depuis qu'elle existe, depuis que la All Elite Wrestling existe. Alors, déjà, qu'est-ce que tu as pensé vite fait de ce squash match? Ça, on va éluder là-dessus. Ce qui est important, c'est que finalement, là, le match pour le titre qui arrive, c'est Britt Baker versus Kushida. Donc, ton avis là-dessus, et puis plus largement sur la division féminine. Alors, le match en lui-même, hein, c'est un squash, il y a pas grand-chose à dire. En plus, Julia Hart, elle a pas trop de choses à faire. Pour le coup, hein, vraiment, elle se prend les coups, elle fait la soumission et c'est vraiment réglé très rapidement. Je me permets de corriger tonton, c'est Hikaru Shida et pas Kushida. Parce que sinon, je pense que dans les commentaires, dans les commentaires, sinon ça va faire jaser. Ah, mon bot traditionnel. Voilà. Voilà, j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à envoyer sur Twitter un montage de Kushida avec la tête d'Hikaru Shida ou même l'inverse. Ça pourrait être très marrant. Excellent. Mais voilà, le match, c'est pour mettre Britt Baker en avant. Effectivement, c'est pour nous hyper pour le match qui aura lieu du coup à Double or Nothing entre Hikaru Shida et Britt Baker pour la ceinture d'Hikaru Shida. Voilà, c'est du squash match très, très classique. Le match, pour le coup, je l'attends beaucoup parce que bon, je pense que je sais pas du tout si t'as le même avis que moi concernant la division féminine, mais il y a besoin de renouveau, donc je pense que Britt Baker doit partir pour récupérer cette ceinture et apporter, pourquoi pas, quelque chose d'un peu neuf autour de cette division. Et je pense que Britt Baker est la bonne personne en tout cas pour commencer à vraiment mettre les femmes sur un bon tableau, en tout cas du côté de AEW. Ouais, alors écoute, moi je suis relativement hypé pour ce match. Pourtant, je ne suis pas du tout un aficionado de notre ami Dr. Britt Baker. Par contre, j'aime bien Hikaru Shida. Bon, j'ai souvent un faible pour les catcheuses japonaises. Mais j'aime bien Hikaru Shida, et la All Elite Wrestling féminine, je pense que ça a été un énorme problème pour la Fédé pendant pas mal de temps.
C'était très très faible, c'était voire très mauvais. Elles avaient que très très peu d'exposition. Elles en ont pas toujours énormément, on va dire. Mais par contre, je constate que depuis quelques mois, ça va mieux, c'est encourageant. Il y a des avancées, il y a quelques arrivées qui m'ont fait plaisir. Il y a eu Britt Baker, pareil, encore une comme Darby Allin qui pourra m'avoir fait changer un peu d'avis. Oui, tout à fait. Qui, tu vois, m'a prouvé dans le match, dans le fameux premier main event féminin de Dynamite avec Thunder Rosa et Britt Baker, que j'ai trouvé un match excellent, que j'avais donné mon top lors de lors de la review de la baston du mercredi à propos de ce main event. Et d'ailleurs, la IW avait gagné, je crois, ce soir-là, le match, la guerre du mercredi. Et je trouve que dans le roster féminin, ça va beaucoup mieux. Si je fais avec Nyla Rose, Thunder Rosa, Dr. Britt Baker, Hikaru Shida, Anna Jay, Tyler Conti, Penelope Thorpe, que moi j'aime beaucoup. Et ben de plus en plus, je trouve que ça s'étoffe et qu'on commence à avoir un roster féminin qui commence à ressembler à quelque chose et que ça va être peut-être de plus en plus compétitif, qu'elles sont en train de prendre leur rythme de croisière. Il manque, à mon avis, encore un gros nom, quoi. Un gros nom. Je sais pas lequel, je pourrais pas te citer un nom comme ça. Et il manque encore, à mon avis, une fille, tu vois, qui mette encore un level au-dessus en termes de peut-être de star power ou de mainstream, je sais pas, au choix. Mais je trouve qu'elles sont sur la bonne voie, les filles, à la Elite Wrestling. Donc évidemment, le match totalement anecdotique, on s'en fout. Ce qui va compter, c'est le match pour le championnat la semaine prochaine, et c'est tant mieux finalement. Oui, c'est ça. Il y a aussi Leila Hirsch. Alors ça, c'est petite catcheuse. Moi, je l'ai découvert du côté d'AEW Dark. Mais sacré physique, c'est vraiment une catcheuse un peu dans la lignée des Kurt Angle, des Chad Gable ou même des Taz d'ailleurs, où elle est assez petite, mais trapue et vraiment très très athlétique. Elle gère super bien son corps. Je crois qu'elle a fait d'ailleurs aussi des compétitions de lutte professionnelle, des choses comme ça. Et je vous invite, en tout cas tous les auditeurs, à aller voir des combats de Leila Hirsch parce que je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Et on a le retour de Chris Statlander aussi, depuis, je crois que ça fait 2 Oui, semaines ou aussi, 3 semaines en plus. Donc ce qui est pas mal, parce qu'elle, c'est une bonne fighteuse, en fait. C'est une très bonne catcheuse, hein. Très très bonne catcheuse. Après, bon, elle est très limitée au micro, par contre. Hein. Ouais, mais ça, je pense qu'ils l'ont je pense qu'ils l'ont vu, hein. Et puis on a malheureusement une portée disparue, parce que j'aime bien souvent avoir des rubriques portées disparues dans les reviews. Et on peut parler de Shana, qui je sais catch à Dark, mais Bah, qui plus depuis un moment, hein. Et même plus depuis un moment, il paraît, ouais, c'est vrai, ouais. Alors j'espère que je sais pas si elle est blessée ou quoi que ce soit, ou si c'est des problèmes liés au Covid et du déplacement sur les territoires, je sais pas. Mais elle a vraiment disparu. Alors la pauvre, elle a un peu botché, elle est même passée dans Botchamania. La pauvre Shana, quoi, voilà, après avoir raté quelques spots. Et bon, j'espère que ça lui a pas porté préjudice. Bon, je pense pas. Mais je pense pas parce que elle est présente sur les réseaux sociaux et elle semble en forme, elle semble confiante, donc je m'inquiète pas trop pour elle malgré tout, quoi. Mais on lui fait un bisou à Shana, on est fiers d'avoir une représentante française à la Elite Wrestling. Tout à fait. Allez, Je me permets, dis-moi. si tu me permets, Mais carrément. concernant parce que tu m'as lancé indirectement sur le sujet pourquoi pas une future arrivée d'une catcheuse qui puisse redonner Oui, encore plus de tout à fait. peps et je vais dans mon petit pronostic, voilà, je me permets. J'aimerais beaucoup voir celle qu'on maintenant s'appelle du coup Jess McKay et Cassie Lee, les anciennes iconiques du côté de WWE. D'accord, les Australiennes. Billie Kay et Peyton Royce, anciennement connus sous ce nom-là. Parce que moi, je mise, franchement, je mise dessus, parce que bon, déjà, pour ceux qui ne le savent pas, Cassie Lee, anciennement Peyton Royce, est mariée avec Shawn Spears, qui est du coup, lui aussi, hein, et on en parlera d'ailleurs plus tard de lui, et à la EW. Mais voilà, c'est deux très très bonnes catcheuses qui fonctionnent super bien en duo, qui je pense pourraient vraiment bien s'intégrer au roster AW et à l'univers AW. Certes, elles sont pas non plus sur du 5 étoiles en termes de catch pur, mais alors en promo, en comédie, en interaction avec la foule, c'est quand même vraiment un autre niveau que ce qu'il y a actuellement à la AW, je trouve. Ah, au niveau du micro, je suis d'accord avec toi. Hein. Là, bon, Donc au voilà, niveau ça pourrait quand même apporter quelque chose d'incroyable, hein. Au niveau du in-ring, au niveau de BK, bon, j'ai quand même d'énormes réserves. Peyton Royce me semble plus apte à ce niveau-là, mais par contre, au niveau micro, ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est un des gros problèmes à la Elite Wrestling, c'est le micro. Même si une Britt Baker est quand même assez à l'aise, après on aime, on n'aime pas. Moi, je fais pas partie des aficionados, mais je lui reconnais, voilà, de la tchatch au micro et qu'elle mène ses feuds et il n'y a pas de souci. Après, tout le reste, c'est quand même compliqué.
Pénélope Ford Oui, c'est très compliqué. parlait un peu dans le cadre du trio Sabian, Miro, Pénélope. Mais chez les filles, ouais, les promos, le micro, c'est très compliqué. Après, peut-être que c'est complexe aussi parce qu'elles ont un temps d'antenne extrêmement réduit, quoi. Et Et vraiment, pourtant, ils ont essayé, hein. Ils ont essayé, faut essayer, ouais. ils ont essayé de faire des choses, mais Hikaru Shida est pas non plus anglophone, totalement, quoi. Elle est pas non plus, très, très douée au micro. C'est une très bonne catcheuse, hein, ça, on n'enlève rien du tout, dessus. Mais c'est vrai qu'à du côté féminin, à AEW, je pense qu'il y a pas forcément des bonnes personnes au micro, ne serait-ce que parce qu'elles ont pas forcément non plus autant d'exposition et de chances de parler au micro déjà avant AEW. La plupart étaient pas non plus dans des grosses promotions où, il faut faire des promos pour, hyper ton truc, donc effectivement, c'est peut-être aussi le point faible de la promotion. Complètement. Allez, on quitte les femmes là-dessus. On va avoir un dernier segment backstage. Est-ce que je l'évacue tout de suite? Oh oui, je vais l'évacuer tout de suite, comme ça. Si tu veux, des fois, je fais des groupes comme ça. Donc, je vais t'évacuer le dernier segment backstage qu'il y aura avant le main event, juste pour signaler l'intervention de Miro, l'ex-Rousseff, qui va prendre le micro, qui va sortir un contrat qui stipule que la semaine prochaine, il a droit à un match de championnat pour le TNT de Darby Allin. Voilà. Et voilà, gros programme pour la semaine prochaine. Hein, donc, entre Ouais. le Hikaru Shida versus Britt Baker et puis le Miro versus Darby Allin. Avec l'annonce de Cody Rhodes pour Double or Nothing également, les matchs entre Young Bucks et, ça vous allez le savoir après, et Jon Moxley qui va affronter une légende du catch japonais, Yuji Nagata. Incroyable. Donc, Incroyable. un truc assez incroyable pour le titre, hein, US de la NJPW, moi je me trompe pas. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait, le titre Alors, IWGP US. écoute, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais à Double or Nothing, il manque plus qu'un match de Christian là, et puis on est bon. Hein. Là, on a un truc déjà Putain. génialissime là, sans même parler des titres pour les ceintures. Hein. Oh, si Bah Christian là, il a le droit à son petit match à Double or Nothing, moi je suis preneur. Hein. je suis Ouais. très, très étonné, hein, de voir Yuji Nagata ici, parce qu'en plus, il l'annonce officiellement comme quelqu'un de la New Japan. De toute façon, il est en contrat avec la New Japan. Mais je trouve c'est vraiment incroyable de vivre ça. Quel âge il a, Yuji Nagata? Il est sur C'est un titre du 56 peut-être, non? Quelque chose comme ça? 56. Oh là là, c'est dingue. Je vais regarder en direct. Tu sais quoi? Je me Ah, permets. bah oui, mais carrément, tu as le droit de fact-checker en direct aussi, quoi. Donc voilà, et pour Miro, voilà, qui chope comme ça un title shot pour le titre TNT de Darby Allin. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est tout à fait légitime parce que je sais pas du tout d'ailleurs si c'est à Dynamite ou du côté de Dark ou même de Dark Elevation. Maintenant, il y a un autre show Dark Elevation. Mais Miro, anciennement Rousseff, il est quand même super legit depuis qu'il est arrivé parce que le mec est une brute épaisse. Le dernier segment d'ailleurs qu'il y a eu, bah, il me semble que c'était cette semaine à Dark, où bah, il a totalement brutalisé dans les backstage Kip Sabian, donc son partenaire quand même, Oui, en lui c'est vrai. disant voilà, tu me mets un frein, maintenant t'arrêtes. Voilà, et Kip Sabian qui encaisse en disant ok, il n'y a pas de souci, et qui se fait quand même vraiment défoncer. C'était assez impressionnant. Donc voilà, Miro et Darby Allin, j'ai vraiment hâte de voir ça, surtout quand on sait que Darby Allin, il peut encaisser autant et que Miro, il peut autant mettre dans la gueule. Donc j'ai hâte de voir ça. Ok, impec. Allez, on retourne au catch. Et là, cette fois-ci, on tourne à la Tag Team Division. On va avoir droit à un Fatal 4-Way des Elimination Match qui va déterminer le number one contender aux Young Bucks la semaine prochaine. et donc, le plateau, le line-up, c'est les SCU qui affrontent les Varsity Blondes, qui affrontent The Acclaimed et qui affrontent les Jurassic Express, Jungle Boy et le Luchasaurus des podcasts. Non, pardon, le Luchasaurus de la Wrestling. Et voilà, alors je vois ça, je découvre ça. Comme je n'avais pas eu la carte au préalable, j'étais ravi déjà de retrouver le Jurassic Express dans un match de compétition et compétitif. On va avoir un match de 9 minutes 10, un petit truc, une petite déception pour moi là. Le truc, je l'ai trouvé de toute façon trop court, je l'aurais dit direct. Alors, 2 hommes seulement sur le ring, hein. Ça va tourner d'abord en brawl, hein, avant là, pour le coup, on aura une pause de pub, hein, pendant le match tag team. Oui. Voilà, toutes les équipes vont finalement avoir leur moment, vont dominer plus ou moins le match, même si le Luchasaurus, c'est quand même pour moi le MVP. C'est lui en termes de coordination, voilà, les entrées, les choc slams, et vas-y, et que je te fais du super kick, du roundhouse super kick, comme si j'étais un cruiserweight. Ah, mon Luchasaurus, je t'aime. Mais bon, on a les CU quand même dans le ring. En face, finalement, les Varsity Blondes, The Acclaim, c'est des équipes de jeunes. Ça, moi, j'apprécie plutôt pas mal ça, quoi. Voilà, c'est des jeunes dont le fils Brian Pillman, qui est chez les Varsity Blondes.
Et du coup, ça donne un match assez rythmé, assez sympa. Effectivement, ces 9 minutes 10, j'en aurais pris peut-être un petit peu plus parce qu'elles sont passées plutôt assez vite. Finalement, on nous avait annoncé un elimination match. On se rend très vite compte au bout d'une ou 2 minutes que non, en fait, c'est pas le cas du tout. Les mecs restent juste à 2 dans le ring avec quelques interférences de temps à autre. Finalement, SCU, c'est quand même l'expérience, c'est quand même les vétérans dans ce ring. Ils vont profiter d'un moment parfait pour effectuer leur combinaison Pile Driver Moonsault. SCU 1, 2, 3. SCU affrontera les Young Bucks. Mon cher Taloche, ma chère Tao, la semaine prochaine. Alors, SCU Young Bucks, c'est pour ce match-là que tu aurais signé pour la semaine prochaine ou tu aurais chopé une des 3 autres équipes? Alors, en termes de construction, c'est très logique parce que SCU est quand même sur une période où Kazarian, il a mis quand même un ultimatum à Christopher Daniels. Il a dit si on perd une nouvelle fois en équipe, on arrête de l'équipe. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont sur une winning streak depuis quelques semaines maintenant. Et pour le coup, c'est très logique qu'ils gagnent, surtout qu'en plus, par rapport aux autres équipes, c'est eux les vétérans, c'est eux qui ont plus d'expérience. Ça fait quand même très longtemps qu'ils catchent en équipe. Donc je trouve ça très logique, même si j'avoue que j'aurais bien aimé avoir les Jurassic Express, forcément. Mais voilà, ça reste tout à fait logique. Et effectivement, le match, je l'ai trouvé aussi trop court. J'aurais vraiment aimé voir beaucoup plus de ces 4 équipes qui sont super bonnes. Et ça fait plaisir aussi de voir un petit peu de diversité, de changement dans la division par équipe, avec les Varsity Blondes et les Acclaimed, qui sont quand même des équipes très très cool. Alors, je suis d'accord avec toi, la logique et la raison voulaient que les SCU remportent le match, qui sont des former champions, hein, je ne me trompe pas, les SCU à la Oui, Haute Wrestling. les premiers, les premiers. Et même les tout premiers, ouais, ever. Donc c'est pour ça que ça me pose pas de problème qu'ils se retrouvent dans la title picture du titre mondial face aux Young Bucks. Mais effectivement, là, pour le coup, c'est le cœur qui a parlé pendant le visionnage. Eh oui. Parce que voilà, j'étais à fond derrière les Jurassic Express. Je me disais en plus que peut-être ils allaient faire un choix de booking en disant qu'on va faire gagner une équipe face pour affronter les Young Bucks, pour renforcer encore plus le côté méchant des Young Bucks en ce moment. Et vraiment une vraie équipe de top babyface. Et les Jurassic Express, pour moi, est complètement une équipe de top babyface. Qui est archi ouvert auprès du public, parce qu'on n'en a pas encore parlé du public, mais il y avait du public ce soir, peuple de catch-up. Et l'arène, elle sonnait bien, elle sonnait fort, il y avait du bruit, ça faisait plaisir. Et on va arriver au main event, ne vous inquiétez pas, parce que là, ça a été l'explosion. On a vécu un grand moment, mon Tao, je crois, mais on va y arriver. Voilà, what a fucking crowd. C'est sûr. Du coup, le match victoire, voilà, pour moi, voilà. Déception de la défaite des Jurassic Express. Les SCU, c'est assez logique. Voilà, ils ont un shot. On va voir un peu ce qui va se passer. Je pense que les Young Bucks sont partis quand même pour un règne assez long. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense, pour le coup, il n'y a pas forcément de doute sur la victoire de la semaine prochaine. Mais je pense quand même qu'on va, du coup, finir cette histoire autour du SCU, parce que du coup, ils vont perdre. Donc j'imagine que ça va être la fin de cette équipe-là. Mais on va, je pense, finir sur un super match, un moment plein d'émotions. On va continuer à renforcer les Young Bucks en tant que heel, en détruisant l'équipe des SCU, qui reste quand même une équipe très importante dans le roster AEW. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment du très bon catch. Ouais, écoute, je partage ton avis. Je pense qu'on va avoir un très bon match et j'ai hâte. Donc voilà. De toute façon, moi, je fais partie des enthousiastes sur la Tag Team Division. Pareil, si vous avez eu l'occasion de m'écouter déjà sur la baston du mercredi, moi, je considère que la Tag Team Division de la Elite Wrestling, c'est vraiment du All Elite. Voilà, c'est vraiment génial. Ils font souvent des openers de Dynamite avec la Tag Team Division. C'est très, très, très souvent des matchs de super qualité, même quand ils font des matchs par équipe où des fois c'est des assemblages de mecs, parce que dans le cadre d'une rivalité, ils font un tag team match et ils se rejoignent avec un autre mec à ce moment-là. Je pense à Pac, par exemple, avec Ref Phoenix et Pentagone. Ouais. Voilà, tu vois, et même quand ils adaptent ça, quand ils adaptent les catcheurs ensemble, et en général, ça fonctionne bien. Ils ont un gros vivier d'équipes. Voilà, il y a beaucoup d'équipes. Il y a des anciens de la Lucha Underground avec Rey Fenix, Pentagone, Jack Evans ou Angelico. Il y a des équipes un peu plus traditionnelles, les SCU, les Best Friends. Il y a des équipes de jeunes qui montent avec The Acclaim, avec Varsity Blondes, avec Jurassic Express, etc. Du coup, je trouve que ça donne une belle ambiance. On s'ambiance bien dans la Tag Team Division de la Elite Wrestling, non? Totalement, totalement. Vraiment, c'est toujours un plaisir de voir du catch par équipe du côté d'AEW parce que même si on s'attend pas à grand-chose, on est toujours très content.
Ouais, la qualité entre les cordes est là. Et globalement, ils ont réussi à sortir pas mal de matchs, en particulier sur certains pay-per-view et tout ça, où c'est toujours sympa. La prise de titre des Young Bucks, elle était attendue à terme. Elle est arrivée et les Young Bucks prennent ce titre en étant heel, ce qui renforce en plus l'intérêt. Donc vraiment, non, moi, encore un bon point que je donne à la Elite Wrestling. Mais vous l'avez compris que j'étais. Si vous écoutiez la baston du mercredi et si vous le découvrez aujourd'hui, bah, vous saurez que je suis un enthousiaste de la Elite Wrestling. Alors attention, hein, je peux être critique, hein, on est à catch-up ici, les amis. Hein, vous connaissez la procédure. Montao, on va parler du champion du monde, du triple champion, du champion de la triple A, du champion de Impact, du champion de la All Elite Wrestling. On va parler de Kenny Omega, qui est invité à partager quelques pensées avant le Blood and Guts match et qui explique que finalement, il n'a pas grand-chose à faire, quoi. Voilà, il est là, il nous joue les vantards, il nous explique qu'il a été suffisamment occupé à gagner tous ses championnats. Alors, il est accompagné avec Nakazawa, hein, qui a toutes les ceintures avec lui, lui-même en porte une auprès de la ceinture. C'est vrai que c'est un peu de la gueule. Voilà, la ceinture, le All Elite Wrestling de champion du monde, je la trouve particulièrement belle. Mais comme je suis un grand aficionado de la lucha libre et avoir la ceinture du Mega Campeones autour des épaules de Kenny Omega, c'est assez incroyable. J'ose espérer qu'il va être challengé par Andrade pour cette ceinture-là, spécifiquement, à terme. Mais voilà, donc le mec, en ce moment, il est dans la hype, il a le momentum, il détient les 3 plus grosses ceintures hors WWE de champion du monde. Donc ça va plutôt pas mal pour le garçon. Alors il y en a des belles aussi, hein. Il y a celle de la NJPW, j'en oublie bien évidemment, hein, mais si vous voulez, là quand même, ce qui est marquant à l'heure actuelle avec Kenny Omega, c'est qu'il détient à la fois ces 3 ceintures. Il va expliquer, parce qu'il est accompagné de Tony Schiavone qui fait l'intervieweur et qui est là pour lui annoncer la nouvelle que Orange Cassidy et Pac vont s'affronter la semaine prochaine pour déterminer l'adversaire de Kenny Omega à Double or Nothing. Donc le number one contender match entre Pac et Orange Cassidy. Kenny Omega, il va bien se moquer de l'ami Orange Cassidy qui débarque, qui met la main sur l'épaule de Tony Schiavone. Il va pas le prendre au sérieux, bien sûr. Et il voudrait quasiment qu'on officialise à l'avance en fait la victoire de Pac et le match qui est en pay-per-view. Pac Omega, Orange Cassidy Omega, on va en parler de ce qu'on préférerait. Orange Cassidy, il est là donc et Kenny lui dit qu'il fera tout ce qu'il peut, quoi, mais ça va lui faire perdre son temps surtout et que jamais il gagnera la ceinture. He is not a championship material. Mon Taloche, est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, il y aura une petite agression, hein, il va prendre les lunettes de Cassidy et il va les donner à Michael Nakazawa avant de partir, mais c'était quelque chose de plutôt gentillet, on va dire, de plutôt sympathique et dédaigneux de la part du champion. Alors, Tao, là, question importante, on est dans le titre suprême de champion du monde de la Elite Wrestling. Tu veux voir à Double or Nothing un Pac versus Omega ou tu veux voir un Orange Cassidy versus Omega? Oula, bah, mais pourquoi choisir? Est-ce qu'on pourrait pas avoir un match à 3, honnêtement? Ah, toi, t'es dans la triple free. Même pas, même pas. Franchement, j'aimerais beaucoup, mais pour moi, en tout cas, cette confrontation entre les deux me dit que Orange Cassidy va forcément gagner, ou en tout cas commencer à gravir les échelons autour de cette ceinture-là. Donc, tu es fan de Cassidy? Je suis pas fan. J'aime beaucoup le délire. J'aime beaucoup le délire, c'est très sympathique. Mais Pac, voilà, faut pas qu'on l'oublie quand même. C'est quand même un catcheur très très important. Je rappelle quand même le Pac il y a un an maintenant, un peu plus d'un an, c'était en février de l'année dernière. Kenny Omega contre Pac, Iron Man match. C'était quand même l'un des meilleurs matchs de toute l'histoire de Dynamite, hein, il faut le dire. C'est vrai que c'était un grand match, je suis d'accord là-dessus. Mais voilà, je sais pas trop comment me prononcer, je t'avoue. Moi, je suis un très, très grand fan de Kenny Omega, je l'ai déjà dit sur, ma chaîne, La Taloche. Voilà, c'est mon catcheur préféré. Je suis très content de ce qui se passe actuellement. Je suis aussi un fan d'Impact, donc forcément, il y a aussi beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui se passe du côté d'Impact. Ça m'a étonné par contre qu'ils viennent avec la ceinture, de Triple A, parce qu'il me semblait en tout cas qu'il y avait un petit différent entre, la Triple A et les États-Unis en général. C'est pour ça d'ailleurs qu'il apparaissait pas avec depuis. Donc apparemment, ça me semble en tout cas réglé, cette histoire. Ouais, j'ai l'impression aussi, ouais. Alors écoute, moi je vais te donner mon avis déjà sur Orange Cassidy. Alors là, je vais aller à contre-courant parce que moi, alors je pense que là il y a un problème générationnel, hein. Moi le j'avoue que Orange Cassidy, moi si tu veux, c'est pas que je l'aime pas en fait, c'est que pour moi c'est pas du main event material.
je suis d'accord avec la promo d'Omega, en fait. En fait, j'ai beaucoup aimé la promo d'Omega. Voilà. Alors, Omega, moi, des fois, je suis un peu mitigé sur lui. J'ai vu des matchs extraordinaires, effectivement, de lui à la NJPW. À la Elite Wrestling, j'ai trouvé qu'il avait longtemps végété et qu'il n'avait pas fait grand-chose, que son heel turn avait fait beaucoup de bien. Que tout ce retour là avec The Elite et compagnie, voilà, bon, c'était pas trop mal. Et puis là, il a fait un espèce de 3 mois là, il a dévalé partout là, et il a été arraché des ceintures de partout. Alors je l'avais commenté d'ailleurs, vous pouvez le trouver sur les archives des cahiers du catch, lapsus révélateur, de catch-up, puisque j'avais commenté le Triple Mania de 2020 et j'avais commenté donc le match Laredo Kid versus Omega pour le titre, qui était un excellent match. Très très bon match, effectivement. Voilà. Et donc, il détient le titre depuis bientôt 1 an de la AAA, notre ami Kenny Omega, mais il va y avoir du lourd là qui débarque. J'espère entre autres aussi Bandido à terme. Oh, ce serait incroyable. Oh là là. Ça serait tellement énorme, Bandido, quoi, mais c'est un match que je rêve depuis très longtemps à la AAA. Voilà, Bandido, depuis que Kenny Omega est champion, en fait, j'attends un match Kenny Omega Bandido, quoi. Mais là, je pense que ça pourrait s'orienter soit sur un Kalisto qui pourrait revenir aux racines, soit surtout, je compte beaucoup sur Andrade à l'heure actuelle. Voilà, en tout cas, c'est mon favori de cœur. J'adorerais que Andrade vienne défier pour le méga campeones de la AAA Kenny Omega. Ça serait cool. Donc voilà, donc je reviens. Je me suis égaré, j'ai digressé. L'ami Orange Cassidy, pour moi, alors je vais, attention, fermer les oreilles, les grands fans. Pour moi, c'est un low mid-carder. Et pour moi, il n'a pas sa place dans les title shots de la AEW Championship majeure. C'est pas possible. Moi, j'y arrive pas. En tout cas, de mon côté, moi, ça passe pas, quoi. Et vraiment, donc, moi, même un triple free ne m'intéresse pas, quoi. Donc, moi, vraiment, voilà, l'affiche que je choisis, c'est Pac Omega. Là, ouais, ok, là, je prends. Et là, je dis danger pour Kenny Omega, moi, ma bonne taloche. Bah, bien sûr, danger, mais dans tous les cas, il y a danger. Mais Pac, effectivement, très agressif. C'est vrai que depuis son retour, on l'a pas forcément beaucoup vu. Par contre, ça me déçoit un peu. Mais Pac, il reste toujours le bâtard, hein, le bâtard de service, donc très très dangereux, hein, toujours. Donc, ça nous annonce des beaux jours. Allez, là, eh bien, écoute, pour ta première review à catch-up sur la All Elite Wrestling, on va attaquer avec le main event de ce Blood and Guts, ton premier main event en tag team avec le tonton catch-up. Et là, on n'a pas n'importe quel main event, Mataloche. Hein. On a un Blood and Guts match qui est une forme de Wargames. Hein. On va simplifier un peu on va expliquer un petit peu les règles du match. Et les deux clans majeurs, j'ai envie de dire en ce moment de la All Elite Wrestling, en l'occurrence Pinnacle et Inner Circle, vont s'affronter au cours de ce match. Alors, The Pinnacle, c'est le clan de MJF. De l'autre côté, Inner Circle, c'est celui de Jericho. Ils sont tout un tas de mecs, ils se promettent la misère, ils se sont affrontés dans des one-on-one, ils se sont affrontés dans des tag teams, ils se sont affrontés dans des trios, ils se sont affrontés dans des matchs spécifiques à stipulation. Cette fois-ci, il y en a marre, ils se retrouvent tous ensemble dans une double cage sur un double ring. Oui, parce que c'est un détail que j'ai oublié de vous préciser. Durant tout durant tout le show, en fait, les catcheurs évolueront avec un double ring dans l'attente du main event. Et donc, ce main event arrive, c'est Sammy Guevara et Dax Harwood qui vont commencer le match. Et alors là, nos amis de Inner Circle sont habillés un peu en mode prisonnier, quoi, dans une tenue noire sans manches, voilà, en mode un peu prisonnier d'une obscure prison du Delaware. Et ça va commencer à s'envoyer. Dax Harwood va d'abord coller la première grosse prise, ça va être un énorme spinebuster sur lequel il va tenter je pense, de briser tout simplement la colonne vertébrale de Guevara. Guevara va essayer de l'envoyer dans les caméras, lui, carrément, quoi, qui sont placés dans la cage. Finalement, il va le faire tomber de la corde du ring alors que l'autre essayait de grimper à la cage, quoi. Harwood, à force de prendre des coups dans la gueule et d'être envoyé sur la cage, il va se mettre à saigner. Là-dessus, c'est Sean Spears. Alors, Mataloche, tu me corriges, mais les catcheurs rentraient toutes les 5 minutes. C'est ça, exactement. Et ouais, c'était ça. Et au fur et à mesure, voilà, les uns après les autres. Et le dernier qui fermait la boucle, c'était un membre de l'Inner Circle, je vous le garde pour la fin. Donc voilà, donc ça commence à partir en vrille finalement assez vite, puisque Harwood, dès le premier 1 contre 1, on a déjà un mec qui est en sang au milieu de la cage. C'est Sean Spears qui va rentrer. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que les Pinnacle étaient aussi dans des tenues très identifiables, tous avec les mêmes couleurs, sur un style différent des Inner Circle. Mais je trouve que visuellement, c'était chouette. Ça rendait bien. Sean Spears, je trouve toujours qu'il a pris plus de poitrine et plus d'épaules.
Et lui, quand il rentre, il vient avec une chaise qu'il va placer au coin du ring parce que c'est un peu un de ses gimmicks à la Hot Wrestling. Finalement, il va se raviser, évidemment, et puis il va aller fracasser le Guevara avec. Là-dessus, c'est Ortiz qui va rentrer, qui lui aussi va venir avec une chaise, qui va essayer un peu de rééquilibrer les débats. Ça va jeter la chaise sur qui ? Encore sur Harwood, qui, alors là, lui, il est complètement en sang. Voilà, là, c'est définitif, c'est officiel. Il ne voit plus rien, le mec est aveuglé. Il va y avoir une phase Guevara Spears qui vont se mettre joyeusement sur la tronche pendant 1-2 minutes et ça va se terminer où ils vont monter sur les cordes, s'échanger quelques forearms et finalement Sammy Guevara va placer un Spanish Fly de l'espace. Voilà. Alors, c'était chacun en plus sur 2 cordes différentes, c'est à signaler aussi, quoi. Il n'y avait pas l'équilibre sur une seule corde comme on voit souvent. Là, c'était à 2 cordes, donc c'était quand même quelque chose, ce spot. Le Pinnacle va revenir avec l'entrée de Cash Wheeler, le partenaire de Dax Harwood, et qui va coller direct, comme ça, à froid, un Brainbuster sur Ortiz. Voilà, le mec, il est entré dans la seconde, il chope Ortiz, et bam, Brainbuster. Voilà, bon, c'est bien, ça nous envoie derrière avec une petite pause publicitaire. Là-dessus, il y a Wardlow qui est arrivé. Le match, il est dynamique. De toute façon, je peux vous dire que du début à la fin, il n'y aura pas de temps mort, les entrées ça s'enchaîne, les 5 minutes on les voit pas passer. Quand Santana il arrive, il se déchaîne. Alors j'ai oublié de signaler, Santana et Ortiz en plus ils se sont fait un peu un maquillage un peu mystique, quoi. Ils sont vraiment, mais alors en mode vénère depuis quelques temps. Je reviendrai sur eux après parce que j'ai quelques petites infos à propos de ces deux hommes. Et Wardlow, voilà encore là, si j'étais booker à la Hot Wrestling, comme Wardlow serait beaucoup plus haut dans la carte. Il fait son entrée et il détruit tous les membres de l'Inner Circle qui sont présents dans la cage pendant 2 bonnes minutes. Voilà, alors là, c'est ça. Le F10 de notre ami Wardlow, c'est quelque chose. Jack Hager qui va monter aussi lui dans sa tenue de prisonnier, mais avec des chouettes chaussures, qui vient aussi pour essayer un peu de calmer Wardlow et lui faire face finalement et de se retrouver aplati contre la cage. Finalement, le leader de Pinnacle, MJF, est le suivant à entrer. Il va attaquer à peu près tout le monde avant de provoquer gravement la foule. Je fais un petit arrêt sur la foule. La foule, c'était la folie pendant le match. La hit qu'a eu Pinnacle quand ils sont rentrés sous le Titantron. La pop qu'a eu l'Inner Circle quand ils sont rentrés sous le Titantron. Et à partir du moment où les mecs sont rentrés dans la cage, l'ambiance n'a jamais baissé. Ça a été la folie non-stop, non-stop, non-stop. J'étais, mais quel bonheur de réentendre un gros public, quel bonheur de ne plus entendre un ingénieur son pousser sur des potards comme à la WWE. Quel bonheur de voir des affiches, des signes et de voir des gens en train de taper dans les mains et en train de hurler à plein poumon. C'était fantastique. J'ai pris un pied comme je n'avais pas pris depuis très longtemps, à part à WrestleMania, où là, effectivement, à WrestleMania, mais à WrestleMania, il y avait quand même des retouches de son. Mais là, c'était du pur. On était dans du pur catch et c'est franchement, je ne vous cacherai pas mon bonheur tout du long grâce à ça. Finalement, Chris Jericho va arriver, on y arrive les amis. Chris Jericho va. Alors ça, le play-by-play est très long, ma pauvre Taloche, parce que le match a duré 34 minutes quand même. Donc oui. Voilà, ça s'est pas passé comme ça en 2 coups de cuillère à peau. Le Jericho, il est chaud patate. Il va placer un gros code breaker. L'Inner Circle va se remettre à dominer le match. MJF, il va même se prendre un coup de tendeur métallique par le Chris. MJF se met à saigner. On sent que là, ça va mal se passer. Parce que Jericho, il aura tout sorti. Il a sorti aussi la batte. Il y a une partie du ring qui va être enlevée. Les FTR, ils vont se prendre 2 pile drivers, encore des pile drivers, dans la zone non protégée. Bref, c'est la boucherie, c'est l'hécatombe, c'est la baston, c'est la bagarre. Et Jericho et MJF, ils en peuvent plus l'un de l'autre. Ça va être une fin. On pense que la fin va être très longue pour le Pinnacle à ce moment-là du match. Wardlow va même tenter un comeback sans succès parce qu'il se retrouve tout seul face aux autres et donc là, aussi massif qu'il soit, il n'y arrive pas. Il se fait péter la tronche. Nouvelle publicité et au retour de la publicité, Chris Jericho est sur le toit, avec MJF. Le Canadien, il va l'attaquer, il va poser son Wall of Jericho, mais le salopard de MJF va coller un low blow, qui va en profiter ensuite pour faire un Fujiwara armbar sur notre leader bien-aimé de Chris Jericho. Il va ensuite mettre la fameuse bague à son doigt là qu'il a gagné à 11 milliards de dollars. Il va frapper Jericho avec. Jericho, mon bon taloche, je ne t'étonnerai pas en te disant qu'il est en sang. Oui. et on voit bien que MJF est prêt à nous faire un King of the Ring 1998 et à balancer Chris Jericho de l'autre côté. Mais finalement, tous les membres de l'Inner Circle décident d'abandonner en cœur pour éviter le sacrifice de leur leader.
Ça incite MJF sur le coup à ne pas faire chuter Jericho du haut du toit de la cage, mais alors qu'il célèbre, eh ben, MJF, c'est un heel, c'est un gros salopard, c'est quasiment le top heel de la Hot Wrestling à l'heure actuelle, et il décide quand même de faire tomber Chris Jericho du toit sur une espèce de grand matelas de gymnastique recouvert de fausses plaques en métal. Voilà, bon, ça c'était peut-être un petit chouïa cheap, mais quand même, quoi, quand même le Chris Jericho à 48 piges, quoi, qui sauve des petites cascades de 3 mètres comme ça, c'est quand même toujours sympa. MJF, du coup, totalement en sang, lui aussi, célèbre pleinement sa victoire pour clôturer le show. Clap de fin, fin du main event, victoire du Pinnacle. Mataloche, qu'as-tu pensé de ce main event, de ce Blood and Guts match? Bah, c'était incroyable. C'était incroyable. C'est, la stipulation porte très, très bien son nom. Il y avait du sang, il y avait, de la sueur. C'était vraiment, incroyable. C'était vraiment incroyable. Les mecs ont pratiquement tous fini en sang. Ça m'a étonné d'ailleurs que Dax Harwood commence, le match alors qu'ils sont à ce moment-là que 2. Il était directement en sang, il était recouvert. C'était vraiment, impressionnant. Voilà, on n'était pas là pour, voir, des spots monkey comme on pourrait appeler ça. Mais vraiment là, on était dans une vraie bonne bagarre, quoi. Une vraie très, très bonne bagarre et bah, ça tombe bien parce que c'était exactement le sujet de la rivalité entre les 2. Donc c'était vraiment super bien. Chacun a réussi à avoir son moment pour se mettre en avant. Sammy Guevara m'a très étonné. C'est incroyable Ah parce ouais. qu'à chaque fois que je le vois, il m'étonne, toujours. Ah J'arrive à ouais. me dire à chaque fois que le mec est vraiment super bon et il est jeune encore, hein. Il me semble qu'il a quoi? 26 ans, 27 ans peut-être? Ah ouais, Donc ouais, ouais, il est jeune, il a même moins que ça, je crois. Il a même moins, je crois qu'il a 25 ans, je crois. c'est impressionnant. Le mec est super bon. Après ça fait très longtemps qu'il catch aussi, hein, notamment du côté du Mexique. Mais le mec est vraiment super bon. FTR, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de les vendre plus que ça parce que c'est des très, très bons catcheurs, mais ça, ils l'ont prouvé déjà depuis très longtemps. Voilà, on commence aussi à instaurer des nouveaux, gros gabarits comme Wardlow qui je pense c'est un très, très gros projet, hein, du côté d'AEW parce que même là pendant le match, il a réussi quand même à se démarquer de tous les autres, je trouve. Ah oui. Donc voilà, c'est un très, très bon match. MJF, c'est le heel parfait. Pour moi, honnêtement, pour moi, c'est peut-être le meilleur heel, actuellement aux États-Unis. Le mec est détestable et à aucun moment, je pense que quelqu'un peut l'apprécier honnêtement, à part dire qu'effectivement, il est très doué sur le catch. On peut pas réussir à apprécier ce personnage, quoi. C'est vraiment le typique méchant de old school un petit peu, qu'on détestait ou qu'on aimait détester, j'ai envie de dire. C'est voilà, le mec joue parfaitement son rôle, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc Ouais, et le finish, le fait que finalement le ah Pinnacle là remporte le match, alors le finish, au-delà de la cascade de Chris Jericho, c'est le fait de la victoire du Pinnacle, ça t'inspire quoi pour la suite? bah, déjà, le spot de fin, bon ça, je pense qu'on en a tous parlé. Honnêtement, moi, ça m'a pas plus choqué que ça. Donc j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux notamment, se dire: «Oh là là, c'est vraiment très cheap». J'ai pas trouvé ça plus cheap que d'autres trucs, dans le catch, hein. À la base, c'est quand même assez cheap, hein, le catch, faut quand même l'avouer. Mais voilà, mais moi, c'est surtout qu'en fait, j'avais remarqué cette surélévation là de l'entrée depuis le début du show. Et en fait, depuis le début du show, je me dis: «Qu'est-ce que c'est que cette surélévation et pourquoi est-ce qu'il y a personne qui monte dessus?» Parce que je me disais: «Ça se trouve, c'est juste une estrade pour que les gens puissent passer ou prendre la pause pour la caméra pour surélever par rapport au ring». Même pas. Donc en fait, pendant tout le show, je me disais: «Il va forcément se passer un truc avec ce machin-là, parce qu'il est là et c'est énorme». Donc forcément, à un moment, il va s'utiliser. Donc effectivement, quand le spot est arrivé, je m'y attendais déjà depuis un bon moment. Mais la victoire de Pinnacle, c'est très, très bien parce que pour le coup, pendant toute cette réalité, je pense enfin, je trouve en tout cas qu'ils ont pas été dominants du tout. Ils se sont même fait dominer pratiquement tout le temps, notamment avec Mike Tyson, ou d'ailleurs la semaine d'après la création du Pinnacle où ils se prennent directement, ils se font avoir dans les backstage et tout. Ouais, ouais. Donc il faut quand même, égaliser la chose et puis, pour qu'MJF et tout le clan soient pas enterrés, il fallait au moins cette victoire-là, qui est une victoire quand même très importante dans leur clan et voilà, j'ai hâte de voir la suite parce que l'équipe fonctionne super bien. Le fait également aussi qu'il y ait Blanchard, en tant qu'accompagnateur, ça rajoute vraiment beaucoup de trucs. C'est con à dire, hein, mais du côté d'AEW, les managers sont toujours très cool. Ouais, 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 bah, écoute, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié en tout cas ce main event. Honnêtement, c'est le genre de match que j'ai envie de voir et que j'ai même envie de recommander à des gens qui sont pas forcément, plus fans de catch que ça, parce que ça raconte, je trouve, une réelle histoire
Après, il faut aussi connaître la rivalité en elle-même, je pense, pour plus s'impliquer. Mais surtout, je me dis, c'est dommage parce que l'année dernière, on a failli aussi avoir le premier Blood and Guts et j'aurais vraiment, vraiment beaucoup aimé l'avoir. Oui. Alors, les amis, préparez-vous, un tonton catch-up dithyrambique là. Parce que, alors là, moi, j'étais, mais alors, au taquet du début à la fin, de bout en bout. J'ai adoré ce match. Voilà, comme je l'ai signalé pendant le play-by-play, la présence du public a été fondamentale et j'ai trouvé le public extraordinaire tout du long du match. Comme je l'ai signalé, la hit que prend MJF à l'entrée du Pinnacle, trop bien. La pop que prend Jericho à l'entrée d'Inner Circle, trop bien. Trop bon le public, ça fait du bien, bordel. What a fucking good crowd. J'ai fait un espèce de petit live Discord pendant que je visionnais en fait le main event dans la EW spoiler et où voilà, je mettais mes premières impressions, tu vois. Et je parle de Guevara, justement, tu parlais de Guevara. Donc Guevara, en 2 ans, il a réussi à me faire changer de plus en plus d'avis sur lui, finalement. Encore grâce soit rendu à l'amiral Armbar, parce que effectivement, lui aussi, il m'avait dit, tu verras, Sammy Guevara, ça va être quelque chose et tout ça. Et pourtant, moi qui ai une tendance à beaucoup aimer les latinos, et bah, Sammy Guevara, il avait fait un peu quelques apparitions à la lucha underground, et jusqu'à présent, je le trouvais trop green, il y avait pas mal de choses en lui qui... Mais là, voilà, il m'impressionne de plus en plus, et c'est pas la première fois ces dernières semaines en plus. Donc, puisque je pense que sur la toute dernière ou avant-dernière baston du mercredi, j'avais déjà signalé que je trouvais de plus en plus de progrès de la part de ce garçon. Ce Splanishify de l'espace qui met à Spears, oh là 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 là, oh my god. Voilà, Wardlow, j'ai déjà dit. Les chaussures de Swagger, j'ai déjà dit. Sur MJF, alors MJF, je considère que c'est l'un des peut-être 2 top heels de la All Elite Wrestling à l'heure actuelle. MJF dans le corps de Wardlow, ça ferait un catcheur incroyable. Oh bah, alors là. Parce que mon petit problème avec MJF, c'est son physique. J'ai un peu le même problème avec Adam Cole. Mais par contre, je reconnais aux jeunes, parce que alors lui, il est jeune aussi, hein, lui, il a 24 ans, lui. Mais alors, il a un micro, mais totalement incroyable. Il a une dégaine, il a une manière de s'adresser au public, que ce soit en promo ou que ce soit quand il est sur le ring. Comment il vient taunter le public à plusieurs occasions et de manière avant qu'il soit en sang, une fois qu'il est en sang. Enfin vraiment, il m'impressionne quoi. Ce jeune de 24 piges là, la vache, c'est vraiment c'est fort ce qu'il fait quoi. C'est très très fort quoi. Et alors sur les prises, le coast to coast de Guevara sur Spears. Il est violent. Oh là là, violent le coast to coast quoi. Là, mais alors quelque chose bien stiff comme il faut quoi. Donc avec un public sadique parce que ça va même s'attaquer aux arbitres, hein, ça va même s'attaquer aux vieux puisque ça va s'attaquer à Tully Blanchard. C'est le chaos dans le ring, quoi. C'est le chaos en dehors du ring également, quoi. Avec un public sadique qui gueule one more time, quoi. Jusqu'à ce fameux low blow, la montée, tout ce qui se passe sur le toit et le finish. Et comme toi, pour terminer là-dessus, eh bien moi, pas de problème avec la victoire du Pinnacle, ça me va tout à fait bien parce que pour moi, ça augure d'une suite de rivalités qui va certainement avoir un gros match à Double or Nothing avec une stipulation. Alors moi, par exemple, à la All Elite Wrestling, j'avais adoré le Stampede match. Et s'ils sont capables de nous ressortir un match de cette qualité-là entre les 2 clans-là, moi je dis, allons-y les copains, je prends, je valide, je signe et j'adhère. Mais d'ailleurs, on l'a pas noté, mais la victoire, c'est quand même par abandon du Inner Circle. Ça, c'est quand Complètement. même à noter. C'est parce qu'ils avaient peur que Chris Jericho tombe, que du coup, Sammy Guevara et entre autres décident de dire à l'arbitre qu'ils abandonnent pour perdre le match. C'est quand même à noter, je trouve. C'est pas quelque chose qui s'est terminé clean sur le ring avec une équipe qui domine l'autre et qui la détruit. C'est vraiment une question, je trouve, de loyauté où ils se sont dit on préfère arrêter pour pas que notre chef il se fasse tuer. Finalement, il s'est quand même fait tuer. Mais je trouve ça quand même très, très intelligent, de la part pour quand même que les 2 équipes restent très importantes et très fortes. Alors c'est un match très violent qui n'est pas à montrer aux enfants. C'est un match Oui. avec beaucoup de sang. Voilà, ce qui était chose promis, chose due. Je suis pourtant pas forcément un fan, même pas du tout, des matchs hardcore, des matchs des deathmatch et compagnie. Mais là, j'avoue que c'est passé comme une lettre à la poste, certainement parce que je suis complètement les rivalités et Dynamite et que j'étais plongé dans la storyline et que finalement le sang a été anecdotique. Il y a eu pas mal de blade job, hein. Heureusement, je vous rassure, tous les catcheurs n'étaient pas abîmés, mais il n'y a pas eu que du blade job, hein. Le Oui. crâne de MJF va s'en souvenir longtemps de ce match. Et par contre, notre Chris Jericho nous a gratifié d'un beau blade job et il nous a gratifié aussi d'un beau call sur le toit
juste avant d'être balancé, où il est à 4 pattes et qu'il va parler à MJF, et MJF en fait va avoir le réflexe de lui répondre normalement, quoi, pas comme si c'était en train de faire un spot de catch, quoi. Donc j'ai trouvé ça, mais en fait j'ai trouvé ça, c'est anecdotique, mais j'ai trouvé ça marrant. Et j'ai trouvé, et franchement, tu sais quoi, Mataloche, ce match, je suis dans une note de 4,75. Bah, si je devais noter ce match, je mettrais un bon 4,5 parce que c'était très, très honnête. Après, bon, voilà, moi, c'est vrai que 4,5, c'est une excellente note, c'est une évidemment. excellente note, hein, c'est une excellente note. Après, voilà, c'est vrai que moi, j'aurais préféré voir ce match-là, peut-être dans un pay-per-view. Ouais, ça me dérange pas, ça, tu vois. Mais moi, parce que moi, je suis un adepte, j'aime beaucoup les gros main events dans les weekly. Et Ouais, je comprends, mais ça me dérange pas que. Alors évidemment, en étant un suiveur assidu de la Big League, de la WWE, on est souvent déçu à ce niveau-là. Mais quand ils arrivent à le sortir, ça, dans un weekly, c'est toujours bien de la part de la WWE. Alors que la All Elite Wrestling me propose ce genre de truc. Moi, je dis banco. J'aime bien leur système à la All Elite Wrestling de faire de temps en oui. temps un mercredi spécial, tu vois. Une espèce de super show finalement. J'aime bien ce principe-là. On avait eu Blood and Guts, mais avant on avait eu d'autres trucs. Je sais plus, je me rappelle plus des intitulés des shows spéciaux qu'il y avait eu. Mais ça fait au moins la 3e ou 4e fois que ça arrive un mercredi. Ouais, bah, ça commence à être assez régulier. Moi j'apprécie vraiment beaucoup, mais c'est vrai que je me dis, ce match-là, dans quelques semaines à Double or Nothing, ça aurait quand même pu être incroyable. En plus, avec une salle pleine, parce que je rappelle que Double or Nothing va être avec une salle pleine. Oui, carrément. Ouais, le 30 mai, le dimanche 30 mai. Ne manquez pas ça. Et du coup, il va y avoir il y a une bonne hype. J'aime beaucoup, moi, terminer un main event de cette manière-là, quoi. C'est dans un weekly, quoi. Je trouve ça vraiment super bien de la part. Je pensais dans les mercredis spéciaux que j'avais beaucoup aimé, je pensais à Winter is Coming, Oui. que j'avais trouvé un excellent mercredi ce soir-là. Ils avaient proposé un super truc, et vraiment avec des super matchs et tout. Donc, non, je suis conquis. Allez, j'en ai fini pour mon avis sur ce main event. Et là, on va rentrer dans la tradition, Mataloche. Accroche ta ceinture et tu vas nous lâcher ton flop, ton top et ta note de ce All Elite Wrestling Dynamite Blood and Guts. Alors, mon flop, mon flop, je pense que ce serait le squash match de Britt Baker contre Julia Hart, même si bon, bah, ça reste un squash match. Mais je pense pas que c'était forcément plus utile que ça d'avoir ça, en tout cas à ce show-là. J'aurais préféré, pourquoi pas, peut-être la semaine prochaine, avoir un match un peu plus intéressant pour nous hyper jusqu'au match contre Hikaru Shida à Double or Nothing. Mais voilà, on va dire que c'est par défaut que c'est mon flop. Le top. Mon top, c'est évidemment le main event. Comment est-ce qu'on peut poser un autre top sur ce show-là Et après il un faut le main dire, event il faut quand même le dire. incroyable? Il faut le crier haut et fort à l'antenne. Mais oui, voilà, le top, c'est bien sûr le main event, incroyable, à regarder. C'est voilà, c'est un très, très bon match. Complètement d'accord. Voilà. Je ne pourrais en ajouter plus. Et ta note de ce show? Et ma note, je note combien sur 5 ou sur 10? Sur 5, toujours sur 5. Sur On est dans le 5. catch, ça. On est dans le catch. Sur 5, honnêtement, je mets un bon 4 sur 5 à ce show-là parce que, c'était déjà un show spécial très, très appréciable. On continue à instaurer des trucs pour la suite, ce qui est principalement le but, hein, des shows weekly. Donc, voilà, et puis le main event était un pur main event de pay-per-view, je trouve. Donc voilà, un bon 4 sur 5. Le main event était un petit bijou. Je pense que même si on n'est pas un fan de la All Elite Wrestling, mais qu'on aime quand même le bon catch et voilà, avec une histoire, avec des personnages, avec un Chris Jericho qui est incroyable. On ne dira jamais assez à quel point Chris Jericho est un des plus grands de toute l'histoire. Et toute sa carrière est un phénomène en soi. Donc, moi, je l'ai trouvé encore incroyable, totalement au-delà du fait du toit et de la chute de 3 mètres sur sur le matelas. Voilà, Chris Jericho, il est incroyable, il a des attitudes, il a des mimiques, il est encore capable de sortir. Il catch tout le temps, hein, Chris Jericho. Hein. À l'âge qu'il a, on peut pas dire qu'il s'économise, quoi. Il est là tous les mercredis, il est là au pay-per-view, il donne de sa personne. Il est incroyable au micro, il a une entrée fantastique. Voilà, le Judas de Fozzy, là, avec le public, j'en ai des frissons à chaque fois. Et la tête d'ailleurs qu'il fait pendant cette entrée. Enfin, vraiment ce type, j'ai un immense respect pour Chris Jericho. Je le taquine de temps en temps, mais vraiment, quoi, j'ai que du respect pour cet homme. Quoi. Et
Mon flop. Ouais, mon flop, je suis un peu comme toi, hein, je suis un peu dans la difficulté, c'est assez compliqué. Mais mon flop, j'ai quand même une petite idée. Donc, mon flop, moi, je vais le donner à Orange Cassidy. Alors, pas forcément pour sa prestation de ce soir, mais parce que je ne suis, comme je l'ai dit, si vous avez bien écouté depuis le début, je suis pas du tout pour sa présence dans la title picture principale de la All Elite Wrestling individuelle. Voilà, vraiment, j'ai vraiment pas envie de ça. J'espérais surtout pas que ça arrive, qu'il soit dans le TNT Championship ou dans la tag team, etc. Pas de problème. Voilà, qu'il évolue dans la low mid card, pour moi, il y a pas de problème. Mais pour moi, là, on est trop haut. Là, on est trop haut pour ce garçon. Je trouve que ce personnage ne colle pas à la crédibilité que doit avoir un titre mondial de catch dans une fédération qui se veut grosse quand même. Et Orange Cassidy, pour moi, c'est un comedy wrestler avec des qualités que je lui trouve. Il y a certains matchs avec lui que j'ai beaucoup apprécié. Il m'a fait rire parfois. Il a tout cet attirail, Orange Cassidy, mais je ne veux pas le voir dans la title picture. Voilà, c'est clair, c'est dit. Je suis désolé, mon bon Cassidy. Et puis, écoute, mon top, mon Tao, on est en tag team ce soir. Bien évidemment que je vais te rejoindre et je vais donner mon top, sans surprise, au main event. Allez le voir, c'est un bijou. Allez voir les highlights. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce match. Il n'y a pas grand-chose à en rajouter. Mataloche, on est arrivé au bout de cette review de AEW Dynamite Blood and Guts. C'était un vrai plaisir avec toi de faire cette review et j'espère que nos auditeurs vont apprécier à quel point tu es fin connaisseur de la fédération de Cody Rhodes et Tony Khan. Je savais que j'avais du nez en causant avec toi All Elite Wrestling. Bah écoute, c'était vraiment un plaisir en tout cas d'être invité sur ce podcast. C'était vraiment très très appréciable. Voilà, c'est vraiment un show que j'apprécie beaucoup. J'accorde aussi beaucoup d'importance aux détails. C'est pour ça que je pense que je me renseigne beaucoup sur les histoires autres, un peu plus, on va dire, obscures, j'ai envie de dire même dark, de AW Dark. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de partager avec toi et de partager aussi avec les fans de catch qui vont sans doute nous écouter. Voilà, je pense qu'aussi je suis un petit peu, je vais pas dire le cul entre deux chaises, mais j'ai cet amour et cette haine envers AEW. Quand je les déteste vraiment, et quand je les aime, je les adore vraiment. Donc voilà, c'est aussi ça le catch, j'ai envie de dire. C'est ça le catch. Exactement, de toute façon, c'est ce qu'on attend et on est souvent déçus, c'est un peu comme toutes les passions. Voilà, il y a des moments où c'est bien, il y a des moments où c'est vraiment pas terrible, et puis il y a des moments où on est enthousiaste, emballé. C'était un peu finalement ce qui s'est passé aujourd'hui. Je crois que toi, comme moi, on a été emballés par ce main event et Totalement. l'occasion qui faisait le larron pour se faire une petite review ensemble. On est à Catch Up, on aime toujours avoir des guests et pouvoir parler, faire découvrir des voix. Et c'est vraiment sympa de t'avoir avec moi. C'était pas la première fois en plus, donc je vous le répète, allez dans les archives, allez écouter le YouTube Too Much avec Fabi, la Taloche, pour mieux le découvrir et pour mieux le connaître. Sachez qu'il adore les catcheurs et les catcheuses australiens, hein, vous l'aurez peut-être. Oh oui, c'est vrai ça. Bah voilà, moi, Rhea Ripley, j'adore. Les Iconics, malheureusement, ce n'est qu'un au revoir, j'espère. Mais par exemple, Indy Hartwell, du côté d'NXT, eh ben j'adore. Voilà. Oui, Indy Hartwell du côté de NXT. Ah bah oui, tu fais bien d'en parler. Alors on ne spoil pas NXT parce qu'on a nos amis qui vont faire la review du show de cette semaine. Donc on fera silence sur NXT. Et puis finalement la baston, même si c'est triste, c'est fini. Par contre, ce qui n'est pas fini, peuple de catch-up, c'est la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est la promo. Et la promo, pas que de catch-up. On va commencer par catch-up, parce que on est chez nous sur le coup, alors on va profiter qu'on a l'habitude d'avoir sur les meubles tous les post-it pour nous rappeler ce qu'il faut dire par le patron, notre grand maître à tous, Yerem. Rejoignez la communauté catch-up sur Discord, si vous voulez interagir avec les chroniqueurs en direct. Si vous voulez aussi déposer des questions pour le Catch-Up Anniversary, puisqu'on fête nos 5 ans ce mois-ci et qu'on vous prépare une petite édition spéciale à ce propos. Vous pouvez bien évidemment aller sur YouTube, actionner la cloche, laisser des commentaires, laisser plein de commentaires. Dites-nous si vous êtes content que la All Elite Wrestling ait droit à sa propre review dorénavant sur Catch-Up, puisqu'on est dans la première édition, la #1, première en cours, mes amis, avec la taloche. C'est pas rien. Toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast,
Google Podcast, Spotify, Deezer, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @catchupcdc, @tontoncatchup. Enfin voilà, il y a plein de @bidule trucs. Et puis voilà, si vous voulez terminer là-dessus, vous allez sur catchup.lepodcast.fr, le site officiel. La suite, c'est la Taloche, c'est Tao, la Taloche du catch, que vous retrouvez également sur Twitter, à la Taloche ou à la Taloche PW, il me semble, quelque chose comme ça. Non, c'est Taophile PW pour mon compte perso où je parle de Théophile, catch. Théophile, Théophile Et c'est PW. @lataloche par contre pour le compte Twitter dédié à la chaîne YouTube. Voilà, et Instagram, pareil, Théophile. Taophile PW. Il me semble qu'il y a un point peut-être après le PW, je me rappelle même plus. Ouais, t'as un point. Sur Instagram, t'as théophile.pw. Exactement. Et puis, on te retrouve à la chaîne qui claque, la Taloche. On le C'est ça, retrouve sur tout YouTube. simplement sur YouTube. Voilà, ça fait un moment maintenant que t'as, hein. T'en es à depuis combien de temps t'existes sur YouTube, mon ami, là? Depuis septembre 2019, parce que j'avais commencé effectivement juste avant la guerre du mercredi soir pour un petit peu préparer, voilà, pourquoi pas les auditeurs qui se connaissaient pas trop en NXT avant qu'on commence cette guerre, pour un petit peu, voilà, parler de ce qui allait potentiellement se passer, pardon, sur NXT. Alors, peuple de Catch-Up, si vous voulez faire plaisir à votre tonton Catch-Up, et puis si jamais vous voulez entendre notre ami la Taloche en guest, en review AEW, et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il vous reste à aller sur YouTube, d'aller taper la chaîne qui claque, la Taloche du catch, de vous abonner, de faire sonner la cloche, de lui laisser des commentaires. Peut-être même que je viendrai forcer la porte de son studio, un de ces quatre, histoire de voir s'il y en a dans le bide, à la Taloche du catch. Est-ce que je vais prendre quelques taloches, justement. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à notre ami Tao, ça nous fera plaisir, ça lui fera plaisir et ça fera bouger le monde du catch FR, du podcast. Bah, merci beaucoup tonton et du coup, n'hésitez pas également à suivre, mais bon, je pense que si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes forcément abonné à Catch-Up. Allez également les suivre sur les réseaux sociaux comme, tonton l'a dit juste avant et posez un maximum de questions parce que 5 ans quand même, 5 ans ça se fête. Ah, c'est clair, je te confirme, ça se fête, hein, c'est beau, c'est beau. On est fiers comme des barres tabac. Allez, peuple de catch-up, c'est sur ces mots qu'on va vous laisser. Ainsi s'achève cette première review d'AEW Dynamite. Là, ça fait quelque chose. #1. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Il y a déjà le Monday Night Raw qui est en ligne, si ça vous intéresse, avec l'ami Raphaël et moi-même. Vous allez avoir NXT qui va arriver avec Papy et Ringside. SmackDown ce week-end, on ne connaît pas encore les chroniqueurs, ça sera la surprise du week-end. Bien évidemment, il y a tout un tas de programmes qui arrivent là, hein, entre WrestleMania Backlash, les Go Home Show, Double or Nothing à la fin du mois de mai, tous les AEW Dynamite. Donc il y a du boulot, il y a du contenu, il y a du produit à faire. Mais on sera là, on tient le coup. On vous fait des bisous. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut la taloche. Salut tonton! Salut peuple de catcheurs. Ouais, tu vas venir me mettre des taloches dans la gueule dans ton studio là.